vois pas avoir d'enfant maintenant, quoi, dans un monde qui brûle. Et alors cette phrase, ça a déclenché des polémiques auxquelles je n'étais pas prête. Et ça a déclenché mais un flot d'insultes, de débats, mais comment elle est hyper égoïste, qui va payer nos retraites. Parfois vraiment ça va parler de là mes cheveux c'est un gros sujet. Le fait que... Du fait que tu aies les cheveux très longs. Oui, le fait que là en ce moment il y a beaucoup de gens qui disent que je vieillis. Parce qu'effectivement, je ne suis pas en pierre, donc du coup je vieillis par rapport au moment où j'ai commencé. Donc j'ai vu des montages où ça faisait avant, après, et qui montraient que souvent c'est les masculinistes qui font ça pour expliquer que je suis en train de périmer, quoi. Il y avait des chiffres qui avaient montré qu'une femme était 27 fois plus exposée au cyberharcèlement que les hommes, quel que soit son degré d'exposition. Donc sur certaines vidéos, au début, je mettais du rouge à lèvres rouge. Et en fait, il y avait tellement de commentaires sur rouge à lèvres, le fait que ça faisait un peu... Alors, je vous passe les mots, mais voilà. Il y avait tellement de trucs que je me disais, ah, bon, peut-être j'aurais pas dû mettre ce rouge à lèvres. Et donc, je l'ai enlevé. D'ailleurs, j'ai gardé le fait de l'enlever en me disant, bon... où je mettais, par exemple, des décolletés. Et ça a provoqué des commentaires pas possibles. Donc, je me disais, bon, bah, du coup, je mets plus de décolleté. Ce qui me fatigue le plus, c'est que des confrères et des consoeurs reprennent ça. De tous les trucs, les campagnes de diffamation sur Internet, j'en ai eu, mais dans des trucs où on fait des millions de vues, où on raconte n'importe quoi sur moi. Je veux dire, Thaïs Escuffon, c'est quelqu'un qui a appartenu à Génération Identitaire, qui est un groupuscule qui a été dissous, notamment à cause de sa vision du monde dite très discriminatoire, et de propos extrêmement discriminatoires. D'ailleurs, Thaïs Escuffon a été condamnée pour ça. Oui, et puis surtout, évidemment, on voit quand même beaucoup plus ça pour les femmes que pour les hommes. Je veux dire, on n'a pas encore beaucoup de... trad husband sur Internet. Ouais, c'est quand même... c'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes qui étaient dans des états où c'est bouleversant de voir ce niveau de détresse. Et quand je vois la politique d'Emmanuel Macron, je me dis, mais c'est pas possible. Il ne se rend pas compte du niveau de désespoir. Tu as été invité de Gilles Boulot sur TF1 pour être face au président de la République, justement Emmanuel Macron, dans le cadre de l'émission Les défis de la France. Comment on interpelle le chef de l'État sur les jeunes, sur les jeunesses? Ça a été beaucoup de réflexion, parce que j'avais un temps très limité. Et 12 minutes. C'était 12 minutes. Je pensais que ce serait même un peu plus. Mais... Le temps le plus court par rapport aux autres interventions, j'ai trouvé. Oui, c'était un temps très court. Donc, on ne peut pas rentrer dans tous les sujets qu'on voudrait aborder. Et je pense que moi, j'ai choisi, en tout cas la manière dont je l'ai choisi, je me suis appuyée sur vraiment 2 critères. Le fait que ça parle au plus de jeunes possible. Parce qu'il y avait plein de sujets qui me tenaient extrêmement à cœur. Enfin, je pourrais en citer. Il y avait la manière dont certains militants jeunes ont été traités, ont été réprimés. Il y a tout ce qui concerne... évidemment, les jeunesses les plus précaires. Enfin, il y a énormément de domaines de la vie différents des plus jeunes, les écrans. Enfin, il y avait beaucoup de choses à aborder. Et j'ai voulu prendre les sujets qui touchaient le plus de jeunes possible et qui me semblaient aussi être des sujets d'urgence. Tu as commencé par la santé mentale. J'ai commencé par la santé mentale parce que la santé mentale, c'est quand même un problème qui touche énormément de jeunes. 1 jeune sur 5 en France qui souffre de troubles dépressifs. On est même sur 1 jeune sur 2 qui dit avoir été victime de troubles psychiques. Donc là, pour le coup, je me suis dit, c'est le plus transversal possible. C'est-à-dire que les jeunes qui potentiellement vont regarder cette émission, ça fait partie des thèmes où ils vont potentiellement le plus se sentir représentés. Concernés. Je pense qu'en plus, moi, c'est un sujet qui tout simplement aussi me touche. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes qui étaient dans des états où c'est bouleversant de voir ce niveau de détresse. Et quand je vois la politique d'Emmanuel Macron, je me dis, mais c'est pas possible. Il ne se rend pas compte du niveau de désespoir. Pourtant, il te dit qu'il a mis en place mon soutien psy. C'est complètement... justement. Et c'est là où c'était aussi pour ça que j'ai choisi ce sujet, c'est qu'on a des preuves très concrètes du fait que ça ne fonctionne pas, son dispositif. En tout cas, c'est extrêmement incomplet, ce sujet de la santé mentale. Et donc, d'ailleurs, ça a donné lieu à un grand moment où il a raconté... des choses extrêmement douteuses sur le fait que les psychologues ne voudraient pas collaborer avec les psychiatres. J'ai reçu 1 million de messages suite à ça de psychologues qui disent « mais c'est juste faux en fait, on ne sait pas sur quoi il s'appuie ». Et non, sur le fameux chèque mon soutien psy, là, en fait, on a plus de 8 psychologues qui sont les personnes concernées par ce dispositif, 8 sur 10 qui boycottent le truc. Donc en fait, il y a un moment, quand vous mettez en place une mesure qui est boycottée par les professionnels qui sont censés être concernés par cette mesure, c'est peut-être que la mesure n'est pas bonne. Pourquoi ils le boycottent ? Parce que, alors pour tout un tas de raisons, notamment au début, pendant longtemps, c'était le prix, c'est-à-dire 30 € la consultation remboursée. Alors là, il me semble qu'ils l'ont monté, mais très récemment, alors que ça fait quand même un moment que c'est en place. Après, il y a tous les critères sur lesquels on se base. Ensuite, il y a le fait que ce soit des séances limitées. Donc là, pendant longtemps, c'était 3 séances, là, c'est 12 séances. Mais en fait, eux, ce qu'ils disent, et pour le coup...
notamment le représentant, enfin le président du syndicat national des psychologues que j'ai appelé avant justement l'entretien pour être bien certaine, me disait que c'est improbable, que c'est absurde d'imposer un nombre de séances, parce qu'en fait, en tant que professionnel de la santé mentale, on ne peut pas savoir avant combien de temps ça va mettre et tout ça. Donc D'ailleurs, c'est souvent une question que pose le patient au professionnel, combien de temps ça va durer, pas. pendant combien de temps on va en avoir, et le professionnel a souvent cette même réponse, je ne peux pas le savoir à l'avance. Exactement, et ensuite, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ça se fait aussi au détriment du service public de la psychologie et de manière générale de la santé mentale. C'est-à-dire qu'on va subventionner des activités libérales qui sont aussi en plus très inégalement réparties sur le territoire. Enfin, ça pose énormément de questions. Là où on pourrait créer plus, ou en tout cas cesser de détruire les centres, les CMP, les centres médico-psychologiques, qui sont des endroits où en fait il y a une pluralité de la prise en charge. Et ça, je l'ai vraiment appris dans le cadre justement de recherche sur cette question de la santé mentale des plus jeunes. C'est-à-dire que c'est des endroits où par exemple on pourrait aller et on vous dit bah là vous avez besoin de voir tel type de professionnels de la santé mentale, ils peuvent travailler aussi ensemble, ça peut être une très bonne chose. Là, c'est pas du tout ce qui est proposé avec ce chèque, c'est aller faire quelques séances si vous avez la chance d'avoir un psy sur votre territoire, s'il est disponible, et s'il adhère à ce truc où il y en a 8 sur 10 qui n'adhèrent pas. Donc en fait, c'est extrêmement limitant comme type de mesure, et ça permet surtout de dire, regardez, on fait quelque chose, alors qu'en réalité, ça ne résout pas la crise massive de la santé mentale, qui est donc liée au déficit de soins. Je parle aussi de la psychiatrie, où les professionnels tirent la sonnette d'alarme, mais c'est un désastre en France, la psychiatrie, notamment dans des cas extrêmement urgents, extrêmement sérieux, pour les plus jeunes, où ils n'ont pas accès, avant de mois d'attente, à des professionnels de la psychiatrie. Mais à côté, la question qu'il faut se poser, et c'était la deuxième partie de mon intervention, c'est pourquoi ? Pourquoi les jeunes vont aussi mal? Et c'est pour ça que ça me semblait être une bonne accroche, parce que c'est quand même le symptôme de ce qui ne va pas bien. Et dernier truc sur pourquoi j'ai vraiment choisi de le faire face à lui, la question de la santé mentale, parce que la santé mentale des jeunes s'est effondrée pendant ces 8 années de mandat. Et à un moment, il y a des indicateurs. Je veux bien qu'il y ait eu le Covid. C'est ce que tu lui dis d'ailleurs, t'anticipes. J'anticipe, parce que je savais qu'il allait dire ça. Mais il y a un moment, quand vous avez été président de la République et que vous avez le taux de tentative de suicide des jeunes pendant votre mandature, hein, qui double le nombre de troubles dépressifs, qui double la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, pareil, qui explose complètement pendant le moment où vous êtes président et quand les jeunes vont aussi mal, peut-être qu'il faut s'interroger en fait. Et c'est pour ça que ma question c'était, est-ce que vous pensez sérieusement que vous avez été à la hauteur? Moi je voulais voir s'il allait vraiment dire, bah ouais, il n'y a pas de problème, on a tout bien fait, aucun souci, enfin c'est quand même... vertigineux, quoi. J'ai noté un commentaire qui a été posté sous la vidéo, le replay YouTube qu'a mis TF1 de ton intervention de toute cette émission Les défis de la France. On peut lire bravo à Salomé Saké d'avoir offert quelques minutes de vrai journalisme. Merci de l'avoir poussé au mensonge. Quel mensonge t'as décelé? Bah là, en l'occurrence, cette question des psychologues qui ne voudraient pas collaborer avec les psychiatres, c'est faux, en fait. Et on pourra toujours trouver des cas individuels, mais globalement, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes, des deux côtés d'ailleurs de ces professions-là, qui disaient « mais non, mais nous, on attend que ça, en fait. Okay. On attend des moyens. » Et c'était vraiment une manière, par exemple, de contourner ça. Et ensuite, je pense que de manière générale, le mensonge, ou en tout cas la malhonnêteté pour moi, c'est de faire croire que c'est une politique qui a été à la hauteur en ce qui concerne les plus jeunes, de manière générale. Parce que c'est ce qui va suivre aussi la deuxième question, à laquelle malheureusement je n'ai pas eu le temps de rebondir. Je voulais absolument rebondir sur tout ce qu'il a dit après. Mais c'est une manière de ne jamais reconnaître réellement ses erreurs. Et ça, je trouve que c'est un énorme problème, en fait, en tant que responsable politique. À un moment donné, je te sens, c'est pas tendu, mais je te sens dans la hâte et on t'entend chuchoter. Est-ce que je vais pouvoir lui répondre? Bah oui, parce qu'en fait, après, moi, j'ai posé ma deuxième question que j'avais très préparée pour pouvoir justement donner tous les faits au cas où je n'ai pas le temps de parler. Donc, j'avais bien fait une question qui est anormalement longue, mais que je voulais faire parce que j'avais bien conscience, déjà, que j'aurais pas forcément le temps de parole, et ne serait-ce qu'avec le stress, je savais pas, en fait, si j'allais être capable de bien rebondir et tout ça. Mais il se trouve qu'en fait, sur le coup, je n'étais pas tant stressée que ça, même pas tant que ça. Vraiment, j'étais assez lucide. Mais j'ai l'impression que sur la fin, tu avais du mal à lui répondre. En fait, on m'a fait signe d'attendre. Et donc, c'est quand même compliqué. Vous êtes sur un grand plateau, il y a le président de la République. Je me disais, j'attends qu'il termine sa phrase pour pouvoir répondre, puisque de toute façon, ça fait pas très longtemps que je suis là. Et donc, au contraire, je restais très concentrée pour avoir mes éléments. Et en fait, ils ont enchaîné sur une deuxième partie de l'émission. Je ne pensais pas qu'ils allaient enchaîner aussi vite. Donc, c'était frustrant? C'était extrêmement frustrant, parce que j'avais vraiment de quoi répondre.
Et sur le coup, j'étais extrêmement concentrée. Et malheureusement, c'est pour ça. En fait, mon micro, il est encore ouvert. On m'entend dire je chuchote à Gilles Boulot, mais je peux lui répondre. Et en fait, non, je peux pas lui répondre. Donc, malheureusement, j'ai été sortie du plateau. C'est comme ça. Ça m'apprendra pour la prochaine fois. Mais tu le verbalises aussi à Gilles Boulot et à Emmanuel Macron. Tu dis que tu regrettes de ne pouvoir aborder le thème de l'écologie. Est-ce que c'est parce qu'il t'a été refusé, ce thème? Ou parce que tu savais que tu n'avais pas le temps? Mais moi, je ne suis pas une grande spécialiste de l'écologie. Moi, le sujet sur lequel j'ai travaillé là, pendant les 5 dernières années, c'est la jeunesse. C'est quelque chose où ça demande... parce qu'au début, tu as dit que j'étais un peu, entre guillemets, spécialiste de plein de sujets. Moi, c'est quand même l'économie que je travaille le plus. Je parle d'écologie dans le cadre de l'économie. Parce qu'on ne peut pas faire comme si l'économie était décorrélée de la question écologique. Je parle de l'écologie dans le cadre de la jeunesse. Parce qu'on ne peut pas faire comme si le fait qu'on était en train de livrer... une planète plus 4 degrés pour les générations futures, n'était pas un enjeu de la jeunesse. Mais ce n'est pas mon enjeu principal. Et c'est tout ce que je défends, c'est que l'écologie, ça doit être transversal, on doit en parler partout, en fait, parce que c'est l'air qu'on respire, c'est la nourriture qu'on mange, c'est ce qu'on produit, si on arrive à vivre dans des maisons qui sont à peu près isolées, c'est toute notre vie, là, tout ce qu'on a, l'énergie dont on dispose pour que tu aies ces caméras, qui fait qu'on est en train d'être filmé, tout ça est lié quand même globalement à la question écologique. Et tout ça n'est pas écologique d'ailleurs. Oui. Mais parce que c'est des bandes passantes numériques. C'est un sujet dont je parle dans le cadre de ces émissions-là, parce qu'on ne peut pas faire comme si c'était décorrélé. Mais ce n'est pas ma grande spécialité. Ça ne fait pas 10 ans que je travaille, par exemple, sur les questions énergétiques. Je n'ai jamais fait d'émission là-dessus. À Blast, mon média, on a Paloma Moritz, qui, elle, est une spécialiste de l'écologie. Et qui, elle, ça fait des années, plus de 5 ans, qu'elle ne travaille que sur ça. Donc elle serait beaucoup plus à même de répondre. Moi, j'avais une dizaine de minutes face au chef de l'État où on m'a dit parle de jeunesse. On m'a pas dit parle pas d'écologie, mais je me suis dit il faut que je parle du sujet dont je suis spécialiste, ne serait-ce que pour être capable de répondre à peu près correctement si besoin. Parce que c'est des sujets qui sont hyper larges, l'écologie. Et surtout, je l'ai dit, je le regrette, parce qu'on est quand même sur une très très grande et très très longue émission. Sur, je ne sais plus, c'était Emmanuel Macron face au défi de la France. Enfin, pardon, mais le défi de la France, c'est quand même l'écologie. Alors, il y a eu une petite partie avec Féris Barca, mais qui n'était même pas en plateau pour répondre. Et globalement, c'est un sujet qui n'a quasiment pas été abordé. Et effectivement, je le regrette. Pour moi, si j'avais les rênes et que je faisais des missions comme ça, il y aurait une demi-heure sur l'écologie avec des scientifiques, en fait, avec des spécialistes de ces questions-là, des ingénieurs, des personnes qui vont pouvoir réellement, enfin, qui travaillent là-dessus depuis 20 ans. Parce que c'est ça qu'il faut faire. À la limite, sur la jeunesse, bon... Encore une fois, c'est un sujet, je pense d'ailleurs, je ne suis pas la plus grande spécialiste du tout en France, mais c'est quand même un sujet, ça fait des années que je travaille dessus, j'ai fait une enquête entière dessus, je suis allée rencontrer plus d'une centaine de jeunes à travers la France, j'ai quand même une forme de légitimité. Sur l'écologie, si ce n'est que je sais ce que, pour moi, tous les journalistes devraient savoir, en fait. Donc des grandes lignes, que j'ai travaillé quand même un petit peu sur les rapports du Haut Conseil pour le climat, que j'ai lu les résumés des rapports du GIEC, tout ça, mais pour moi, c'est un socle de connaissances de base qu'on devrait tout savoir. Sur ce sujet-là, qui est un sujet tellement important qu'il faudrait avoir des scientifiques, pour moi, auquel il fait face pendant une demi-heure. Est-ce que l'écologie, c'est aussi lié au désir d'enfant? Parce que tu parles de ce fameux désir d'enfant, et je voulais savoir pourquoi tu te questionnais autant sur ton désir d'enfant dans un monde qui semble s'effondrer, pour reprendre tes termes. J'ai 30 ans, donc forcément, ça me travaille. Ça me travaille de plus en plus, d'ailleurs. Parce que quand tu es journaliste comme moi et que tu passes ta journée à documenter, pour l'essentiel quand même, les problématiques de ce monde, le recul démocratique massif qui est en train d'être à l'œuvre, évidemment la crise écologique, la crise géopolitique, le fait qu'on ait des guerres qui se rapprochent de plus en plus, enfin, tout ça est quand même extrêmement anxiogène, et moi, effectivement, ça a beaucoup d'importance, donc la crise écologique parmi d'autres thématiques, sur le fait que je me dise, mais moi, si je mets un enfant dans ce monde-là, ça va tellement me... Plusieurs choses. Déjà, moi, ça va me stresser de ne pas pouvoir protéger cet enfant, un minimum, d'être à ce point, dans ce niveau d'incertitude-là. Et ensuite, est-ce que c'est vraiment un cadeau que je ferais à cet enfant-là, de le mettre au monde dans ce monde-là, en fait? Est-ce que cet enfant, potentiellement, l'aurait voulu? Après, ça, c'est une réflexion qui est extrêmement personnelle. Ce n'est pas du tout quelque chose que je revendique. Moi, je ne dis pas du tout aux gens qui nous regardent, ne faites pas d'enfants ou faites des enfants. Moi, ma position... c'est quand même avant tout de dire aux gens, faites ce que vous voulez. Et je sais que par exemple, parmi les personnes, même mes amis chers, qui partagent vraiment les mêmes craintes que moi, il y en a qui n'ont pas du tout la même attitude que moi. Et qui disent, au contraire, ça donne une raison de se lever le matin, de se battre pour leur créer un monde meilleur, c'est ce qui donne un élan de vie. Enfin, je sais que j'ai des personnes autour de moi vraiment qui n'ont pas du tout cette vision-là des choses. Et surtout, je ne suis pas sûre que moi, je la garderai pour toujours. Oui, ça peut changer.
Franchement, je pense qu'il faut jamais dire jamais, surtout pas sur des sujets comme ça. Après, là maintenant, effectivement, je me vois absolument pas avoir un enfant. Mais par contre, tu parles d'hystérie collective. J'ai vu autour de ton utérus. Mais ouais, parce que ça m'a étonnée. En fait, ce que je viens de te dire, là, je l'ai mentionné en une ligne dans mon livre sur l'éco-anxiété et sur le fait que les plus jeunes, donc c'était dans le cadre de l'étude sur les plus jeunes, là C'est encore, ça, l'éco-anxiété. c'est un fait statistique. Hein. Il y a de plus en plus d'éco-anxiété et c'est pas forcément complètement corrélé, mais les jeunes font de moins en moins d'enfants. Et Oui, ça, bah, c'est bien sûr. massif. Depuis 1946, le taux de natalité, il n'a jamais été aussi bas. C'est massif. Ça, c'est un fait statistique. On peut être d'accord ou pas, mais c'est comme ça. Enfin, c'est la réalité. Et évidemment que j'avais une réflexion dans le livre de dire, mais il faut se poser des questions, en fait. Ça dit quelque chose de cette génération-là. Pourquoi les jeunes font aussi peu d'enfants? Donc j'essaie d'ailleurs de lister ce que disent les spécialistes. C'est pas du tout que l'écologie, hein. C'est aussi la crise économique, c'est aussi le changement de vision du monde, le changement de vision du corps des femmes, enfin, plein de choses. Et j'ai mentionné en une ligne, d'ailleurs, moi, sur l'écologie, effectivement, je ne me vois pas avoir d'enfants maintenant, quoi, dans un monde qui brûle. Et alors cette phrase, ça a déclenché des polémiques auxquelles je n'étais pas prête. Autant les bad buzz, je pense qu'on est toujours un peu... Il y a plein de cas où on sait que potentiellement ça peut venir. Ça, je ne l'ai pas vu venir du tout. Parce qu'il y a plein de gens que ça a heurté, en fait, que je dise ça. Que juste, moi, je ne veux pas d'enfant. J'insiste, à aucun moment, moi, je dis aux gens, ne le faites pas. C'est pas du tout, ça n'a jamais été ma position. Juste de dire, moi, j'assume ça. Et après, je l'ai redit. Du coup, on m'a interrogé dessus dans une émission. Donc, je l'ai redit, exactement de la même manière. Et ça a déclenché mais un flot d'insultes, de débats, mais comment elle est hyper égoïste, qui va payer nos retraites. Vraiment, j'ai tout, En fait, tout entendu. j'ai remarqué, j'ai observé, quand une femme a ce type de réflexion sur son désir d'avoir un enfant en lien avec l'éco-anxiété, ça crée des réactions d'une virulence. Ah, mais c'est fou. Mais c'est quand c'est une femme. Oui, c'est moins quand c'est un homme, effectivement. Ah, mais vraiment. Comme si c'était, oh là là, mon Dieu, c'est la sainte femme qui peut enfanter, qui dit ça, donc elle va aller à la perte de notre monde. Ah, c'est assez terrifiant. Je pense que ça dit encore beaucoup intégré dans notre société. Le fait que ça a été aussi virulent et que... Après, j'ai eu aussi beaucoup de gens qui m'ont défendu, hein, je tiens à le préciser quand même, mais... Oui, ça dit beaucoup du fait qu'on a déjà du mal à parler, ne serait-ce que de notre corps en public, en fait. Il y a un sujet là-dessus, mais alors en plus de ce qu'on veut faire avec notre corps et qu'on ait une décision qui ne va pas dans le sens de ce que des gens ont décidé qu'il faudrait qu'on fasse, c'est quand même... Ouais, c'est un gros sujet. Mais après, je pense que même si je disais je veux faire plein d'enfants, ça pourrait aussi faire un débat. Je pense que c'est aussi juste de parler de ce que je veux faire avec mon corps et que je l'affirme avec autant de fermeté. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a... Mais je ne me l'explique pas totalement. Hein. Je continue. Ça reste quand même quelque chose encore aujourd'hui d'assez mystérieux pour moi, le degré de virulence, quoi. Salomé Saké, tu penses que tu es plus victime de cyberharcèlement pour tes prises de position parce que tu es une femme? Bon, je pense que c'est un mix des deux. Ouais, je pense que c'est un mix des deux. Après, je pense que vraiment toutes les femmes en sont victimes. Hein. Je regardais quelques-unes de tes émissions avant de venir. En fait, toutes les femmes que tu reçois ici te disent, quel que soit leur métier, quel que soit leur pouvoir politique, te disent qu'elles reçoivent du en fait. Enfin, c'est quand même un truc qui est vraiment pas du tout lié à moi spécifiquement. Après, je pense que évidemment, dès qu'on parle de politique ou dès qu'on parle d'économie, de grands sujets de société, peut-être qu'on s'y expose encore plus. Mais et encore, j'ai l'impression que quand même, c'est vraiment, ça fait partie de notre culture aujourd'hui, quoi, de cyber massivement des personnes qui sont exposées, et particulièrement les femmes. Sur laquelle de tes particularités, sur laquelle de tes singularités t'es le plus attaqué? Franchement, ça dépend des périodes. Franchement, il n'y a même pas de raison. Enfin, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on met du temps à comprendre, je pense, quand on est cyberharcelé. C'est qu'au début, on croit que c'est de sa faute. Et au bout d'un moment, après, avec les années, j'ai compris que vraiment, il n'y avait pas de raison. Après, là, je pense que c'est quand même avant tout mon positionnement contre l'extrême droite, en tout cas, qui a valu le cyberharcèlement le plus violent, ça c'est sûr, et le plus massif. Mais bon, ça existait avant que je prenne position. Et puis parfois, vraiment, ça va parler de là, mes cheveux, c'est un gros sujet. Le fait que... Du fait que tu aies les cheveux très longs? Oui, le fait que là, alors là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui disent que je vieillis. Parce qu'effectivement, je ne suis pas en pierre, donc du coup, je vieillis par rapport au moment où j'ai commencé. Donc j'ai vu des montages où ça faisait avant, après, et qui montraient que... souvent, c'est les masculinistes qui font ça pour expliquer que je suis en train de périmer, quoi. Super, c'est bien, hein, si t'as pas confiance en toi, t'es mal, hein, sur Internet. Mais non, mais ça peut être... En fait, ça peut être des trucs tellement absurdes. Ça peut être ma voix, ça peut être... Puis beaucoup de mensonges, en fait, aussi. Beaucoup de gens qui s'énervent de trucs que j'aurais dit ou fait, que j'ai jamais dit ou fait. Du coup, je suis là, bon, bah, très bien, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu... je pense que c'est vraiment le lot de l'exposition sur Internet, quoi. Pourquoi le besoin de la part de ces cyber
une femme qui défend ses positions? Encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit lié au fait que je défende mes positions. Hein. Je pense que je suis une femme, point. On est sécurisé. Vraiment, moi, là, depuis le premier jour où je me suis exposée sur Internet, il y avait des commentaires, non seulement sur mon physique, mais très rapidement des « je vais te... » Toi, ouais, le je vais te... c'est peut-être le truc qui revient le plus. Hein, ou elle attend qu'on la... Des trucs comme ça. Enfin, des trucs qui sont liés au fait qu'on faudrait avoir visiblement un rapport non consenti avec moi. Et après, sur le physique, c'est toutes les femmes, je pense. Hein. Vraiment, je vois n'importe quelle vidéo, mais même des femmes qui ne parlent pas du tout de politique. On va quand même être ramené à notre maquillage, à nos cheveux, à la manière dont on se tient, à si on a pris du poids. Ça, c'est un gros sujet. Si on en a perdu, pourquoi. Tout est commenté. Tout est commenté, tout le temps. Mais pas que chez moi. Je ne veux pas du tout me faire, je ne suis pas genre victime de cyberharcèlement particulièrement. Je pense que c'est le cas de toutes les femmes qui s'exposent. Et il y avait des chiffres qui avaient montré qu'une femme était 27 fois plus exposée au cyberharcèlement que les hommes, quel que soit son degré d'exposition. Donc, je pense que c'est assez juste. Non, mais je pense que de manière générale... Non, mais j'aime bien parce qu'il y a ton défaut professionnel qui est une qualité qui ressort à chaque fois. Des chiffres. Les chiffres. les faits. Non, c'est parce que ça montre... Avant de comprendre ça, je le dis comme ça parce que c'est important, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont juste pas du tout, très exposées, mais qui vont aussi recevoir ce type de commentaires. Bien sûr. Et j'ai longtemps quand même pensé que c'était un peu de ma faute, ou en tout cas que j'avais un pouvoir là-dessus. Donc j'ai même adapté ma manière de m'habiller, ma manière de parler, en me disant peut-être ça va réduire. Ah, ok. Peut-être ça va... par exemple, un truc que j'adore, c'est le rouge à lèvres rouge. Qui est étonné, évidemment. Donc sur certaines vidéos, au début, je mettais du rouge à lèvres rouge. Et en fait, il y avait tellement de commentaires sur rouge à lèvres, le fait que ça faisait un peu... Alors, je vous passe les mots, mais voilà. Il y avait tellement de trucs que je me disais, ah, bon, peut-être j'aurais pas dû mettre ce rouge à lèvres. Et donc, je l'ai enlevé. D'ailleurs, j'ai gardé le fait de l'enlever en me disant, bon... où je mettais, par exemple, des décolletés. Et ça a provoqué des commentaires pas possibles. Donc, je me disais, bon, bah, du coup, je mets plus de décolleté. Et j'avais tendance à tout le temps réduire... Tu t'es auto-censuré. En me disant, j'aimerais bien qu'on parle de ce dont je parle. Donc, peut-être que si je fais tout bien... et en fait, il y a même des moments où je me maquillais moins, on disait que j'avais l'air fatiguée. Oui, mais tu peux pas faire tout bien, parce que le bien pour Paul, c'est pas le bien pour Jacques. Mais non, mais surtout, quoi que tu fasses, à la fin, t'es commenté sur ton physique. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Donc maintenant, je fais comme je veux, mais tout en faisant, non, je dis comme je veux, je pense qu'il y a quand même des trucs que je ferais pas par crainte de ça. Mais globalement, je suis quand même beaucoup plus détendue qu'avant là-dessus. Et ça continue quand même. Hein. Donc en fait, quoi que je fasse, et surtout ça continue pour moi, mais pour mes collègues. C'est pas du tout que moi, c'est encore une fois, c'est quelques femmes que ce soit. Ça continue pour mes invités femmes. Il y a eu une invitée que j'ai reçue là, Sama Karaki, qui est donc docteur en neurosciences, qui est donc une scientifique de haut niveau, qui a écrit des livres que je reçois pour qu'on parle de neurosciences. Enfin, tu vois, t'imagines, l'entretien est sur une table, enfin, il y a zéro sujet. Et en fait, il y a des commentaires qui quand même se disent qu'elle a une poitrine plus importante que moi j'ai l'air d'avoir des fesses plus importantes qu'elle, et que ce serait bien de faire un mix de sa poitrine et de mes fesses pour je sais pas quoi. Et il y a plein de commentaires qui parlent de ça. J'étais là, mais en fait, on peut rien faire. On peut rien faire. Même mes invités, tout le monde, on est toutes commentées là-dessus en permanence. Donc en fait, à ce stade, j'ai juste fait, bon, allez, on ignore en fait. Juste, on ignore, on passe à autre chose. Mais ça n'empêche pas que je continue, quand on m'interroge dessus, à en parler, puisque c'est pas normal. C'est pas parce que c'est banal que c'est normal. Donc c'est structurel, c'est pas que nous, c'est pas lié à ce qu'on fait, c'est lié aussi, pour le coup, quand même, globalement, de la société. C'est important de le comprendre, pour pas trop en souffrir si on est victime de ça. Et puis pour pas le faire, si on regarde cette vidéo et si on est sur Internet de manière générale, même si c'est une femme que vous aimez pas, en fait, ce n'est jamais un bon endroit pour critiquer quelqu'un, femme ou homme d'ailleurs. Le physique n'est pas du tout un argument pour critiquer quelqu'un. Si vous voulez critiquer une personne, déjà, on n'insulte pas. Moi, je pense qu'il n'y a absolument rien au monde qui justifie le cyberharcèlement contre qui que ce soit. Et ensuite, on critique sur le fond, en fait, sur les idées, sur la pensée. Et on ne va pas critiquer une femme sur son physique, quoi. Ça n'a aucun sens. Le 3 octobre 2023, Salomé, tu co-signes dans l'Humanité une tribune pour défendre la liberté d'informer. Et ça te vaut d'être inscrite le même jour sur la liste des candidats à la balle dans la nuque, donc du site d'extrême droite Réseau Libre. C'est quoi la liste des candidats à la balle dans la nuque? Déjà, je tiens à préciser que je ne signe jamais de tribune. Je ne signe jamais de pétition. J'ai vraiment une règle là-dessus, précisément aussi, pour me tenir loin aussi de ces questions de militantisme. Les seules fois où je le fais, c'est ce qui concerne directement ma profession.
C'est-à-dire que là, le journalisme, en ce moment, est menacé par tout un tas de choses. Et encore une fois, c'est la survie même du journalisme qui est concernée. Donc je me sens concernée par la défense de ma propre profession, et c'est là où je m'autorise. C'est vraiment le seul endroit où je m'autorise de signer des choses, d'être dans pour le coup, une démarche qui est proche du militantisme. C'est le militantisme pour le journalisme libre. Voilà, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est vraiment la seule fois où là, je vais vraiment... Donc là, cette tribune, ça en faisait partie. J'ai pu faire des vidéos avec Reporters sans frontières, par exemple, qui est vraiment une ONG qui fait un travail extraordinaire pour préserver la liberté de la presse à travers le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment... la liberté de la presse, c'est un de mes chevaux de bataille. C'est ma manière à moi je pense, de faire ce qui est... Enfin, d'avoir une utilité. C'est ma manière à moi d'avoir une utilité dans la société. Voilà, donc c'est le journalisme. Effectivement, je signe cette tribune, il se trouve qu'ils reprennent les noms. Alors, j'ai pas bien compris si c'était tous les noms de ceux qui avaient signé, mais effectivement, comme c'était un truc pour la liberté de la presse, il y avait beaucoup de journalistes. Donc, on se retrouve avec une liste de journalistes, avec nom, prénom, pour certains d'ailleurs, des coordonnées plus précises, et en mode d'emploi pour leur mettre une balle dans la nuque sur un site qui est quand même public. Donc, effectivement, il y a eu une plainte collective. Et cette plainte, à ma connaissance, n'a absolument pas abouti. On n'a pas eu de nouvelles. Oui, parce que vous êtes 43 à avoir déposé plainte. Ouais. Donc, quand même. Quand même, voilà. Alors après, il faudrait voir avec les services de police, enfin les personnes qui s'occupent de ça. Pour moi, je n'ai eu aucune nouvelle. Ça fait un an par là. Donc voilà. Et tu dis que c'est souvent des raids de l'extrême droite. Dans mon cas, oui. Contre toi. Ah oui, dans mon cas, oui, beaucoup, puisque je parle de l'extrême droite surtout récemment. C'est-à-dire que leur but, c'est quoi? Ce serait de te décrédibiliser, de faire de la diffamation, de faire de la calomnie, de t'insulter, de te pourrir la vie, de désorienter ton énergie ailleurs. C'est absolument tout ça en même temps. Je pense qu'il y a des stratégies différentes. Il y a les insultes, les menaces, les machins, il y en a beaucoup, mais c'est peut-être même pas l'essentiel. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de la décrédibilisation, de la diffamation. C'est beaucoup des faux buzz qui ont été créés sur moi. Il y en a un quart qui est sur ma page Wikipédia maintenant, qui sont des trucs faux. Hein. Ah d'accord. Qui sont des trucs factuellement faux. Qui sont... Donc volontairement pour te nuire. Ah oui, ça pour le coup, à un moment... Là où c'est inquiétant, c'est que parfois c'est repris par des confrères et des consoeurs dans des médias officiels, surtout des médias très conservateurs. Mais c'est vrai que c'est vraiment c'est la calomnie. L'idée, c'est de te décrédibiliser, dire qu'on travail n'est pas sérieux... c'est tout le temps un peu ça, mais après je comprends. J'attaque ce type d'orientation politique. Moi je pense que globalement la haine, l'intolérance et tout, c'est pas un bon modèle de société. Voilà, ça c'est un truc sur lequel je prends une position assez claire. Je ne crois vraiment pas en ça. Je crois beaucoup en nos institutions démocratiques. Je crois que c'est important de préserver les contre-pouvoirs, la presse, la justice. Enfin, c'est des trucs sur lesquels je prends position de manière très claire. Et ce sont des contre-pouvoirs notamment auxquels l'extrême droite s'attaque. Donc forcément, on se retrouve avec ce type de campagne de diffamation. Encore une fois, là où ça m'inquiète plus, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui ne sont pas vraiment d'extrême droite, mais qui reprennent ça ou qui y croient. L'idée, c'est de faire de moi quelqu'un de pas fiable. De toute façon, c'est le nerf de la guerre quand on est. Et ça, tu le vis comment? Quand on est une personne, justement, qui est aussi rigoureuse, aussi sérieuse dans son travail? C'est fatigant. C'est fatigant, mais pareil, j'ai appris à lâcher. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand je dis que je suis rigoureuse, c'est-à-dire que mes collègues pensent, je pense, si tu les interrogeais, ils te diraient que c'est même fatigant. Parce que c'est presque... obsessionnel chez moi, c'est-à-dire de ne pas laisser la moindre erreur, la moindre imprécision. Enfin, vraiment, J'ai déjà bloqué des sorties d'émissions à Blast, 5 minutes de la sortie, parce que, littéralement, j'exagère, mais pas il manquait une virgule, mais pas loin, quoi. Vraiment, genre la capture d'écran n'était pas bien faite de tel truc, dans le cas d'une émission d'1 heure. Il y a vraiment un côté chez moi là-dessus. Ouais, mais tout le reste, tu le contrôles pas. Les fake news, tu les contrôles pas. La calomnie, tu la contrôles pas. La haine, tu la contrôles pas. Les insultes, tu le contrôles pas. Je pense que cette rigueur, elle est aussi née justement de l'observation de ces tentatives de décrédibilisation. Et j'ai fini par comprendre, plutôt récemment en fait, que de toute façon, je n'y pouvais rien. Faut vivre avec. Que là, il y a un moment, quand c'est inscrit dans des articles, ce qui me fatigue le plus, c'est que des confrères et des consoeurs reprennent ça. De tous les trucs, les campagnes de diffamation sur Internet, j'en ai eu, mais dans des trucs qui ont fait des millions de vues, où on raconte n'importe quoi sur moi. C'est quelque chose. Ça, c'est. Voilà. Oui, par exemple, l'avion. Genre, t'appelleras à pas prendre l'avion, un truc comme ça. Oui, voilà, t'as jamais dit ça. Exactement. Strictement jamais dit ça. On a dit que j'avais dit partout que j'interdisais aux gens de prendre l'avion et tout. Évidemment que j'ai jamais dit ça, mais n'importe quoi. Donc ça, c'est une tentative de décrédibilisation. Oui, parce que du coup, ils ont retrouvé des images de moi où, et en plus, je m'en suis absolument jamais cachée. Bien sûr que j'ai pris l'avion dans ma vie, surtout que moi, c'était même un truc auquel j'aspirais, parce que je ne l'ai pas pris petite ni rien, donc j'avais vraiment un voyager, découvrir le monde. Bien sûr, mais puis surtout, même au début, c'était
ouais, c'était vraiment le rêve, et j'ai mis du temps avant de comprendre, mais comme beaucoup de gens, hein, que c'était pas possible de faire ça. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que j'ai pas pris l'avion, mais je le revendique pas, j'en parle jamais. C'est juste qu'il y a des personnes qui se sont mis à mener une campagne pas possible sur une soi-disant contradiction en reprenant des photos, et je les avais littéralement postées moi-même, ces photos, où j'avais été en voyage, notamment d'ailleurs dans le cadre de déplacements journalistiques. Donc je l'avais mis, c'était au tout début de ma carrière et tout ça, et encore une fois, ce n'est pas un secret, je m'en suis jamais cachée. Et ils ont créé par exemple une fausse polémique là-dessus, sur le fait que j'aurais dit aux gens, surtout ne prenez pas l'avion, donc ce que je n'ai pas dit, et que en fait, moi, à côté, je voyageais tout le temps, ce qui n'est donc pas vrai aujourd'hui, évidemment. Et donc il y a toujours un truc, mais ça c'est une polémique parmi 10 000. Enfin, je ne sais même pas combien il y en a eu à mon sujet. Et c'est une chose que l'extrême droite fasse ça. C'en est une autre que des confrères et des consoeurs reprennent ça et soient dans des articles qui vraiment s'appuient sur de fausses informations. Et ça, c'est dommage, quoi. Ça, c'est un peu, je me dis parfois, c'est fatigant, on a fait les mêmes études, on sait qu'il faut vérifier l'information. C'est vraiment, si vous voulez me critiquer, allez-y, mais faites-le sur des faits, quoi. Mais peut-être que ce livre dérange, Résister. C'est ton dernier livre qui est d'ailleurs en liste pour le prix Babelio en 2025. Félicitations au passage. Donc, Résister au néo mode d'emploi. Moi, je voulais te demander comment tu as enquêté. Comment on enquête pour créer un mode d'emploi pour résister à l'extrême droite? Et c'est marrant parce que d'habitude, c'est le terme combat qu'on entend contre l'extrême droite. Toi, tu ne parles pas de combat, mais tu parles de résister. Comme si la victoire était déjà là. Bah, la victoire, en tout cas, il y a eu des victoires, on va dire. Il y a eu certaines victoires de l'extrême droite. Après, c'est un livre qui, avant tout, c'est pour ça que ce serait hyper bien si les personnes qui ont critiqué le livre, notamment dans notre profession, pouvaient le lire avant. Ce serait incroyable avant d'écrire une critique d'un livre qu'on n'a pas lu, parce qu'en fait, ils se rendraient compte que quand même l'essentiel du livre consiste à dire qu'on résiste avec l'information. Et que moi, c'est le moyen de résistance que je propose. Je suis journaliste, encore une fois, évidemment que je crois profondément que l'information est un pilier démocratique. Et je crois profondément en le pouvoir de l'information, sinon je ne ferais pas ce métier. C'est parce que je suis convaincue que c'est extrêmement utile que je défends l'information vérifiée. Donc c'est un livre qui, avant tout, dans ses deux premières grandes parties, donc qui constituent quand même l'essentiel du livre, rappelle les faits vérifiés sur ce qu'est l'extrême droite. Et avec voilà, l'historique, ce que disent des historiens, ce qui se fait à l'international, qui sont les alliés, qui sont les partis en France, qui sont leurs alliés, qu'est-ce que très concrètement ils proposent, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont voté. C'est que des faits. Et c'est deux parties. C'est pour ça que c'est un livre qui appelle à résister à l'extrême droite, à résister par l'information sur ce qu'est l'extrême droite. Et c'est un livre, moi, que j'espérais qu'il a... C'est fou, là, l'ampleur que ça a pris, tu vois, mais c'était que les gens s'en saisissent, se saisissent de cette information vérifiée. Et après, il y a une troisième partie où j'explique quand même essentiellement, y compris dans cette troisième partie, donc c'est pour te dire à quel point c'est quand même un livre sur l'information avant tout, à quel point l'information est centrale, comment convaincre, comment diffuser l'information autour de soi, comment s'informer correctement, comment avoir une discussion qui est constructive avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, évidemment comment parler avec des personnes qui votent à l'extrême droite. Moi, je n'appelle pas du tout à exclure qui que ce soit, je ne parle pas des partis, je parle des gens. Des gens qui votent. Moi, je crois quand même profondément en cette capacité qu'on peut avoir à partager cette information, en fait, dans la société, sans passer par des partis politiques. On peut aussi faire ça, de diffuser l'information. C'est quand même avant tout un livre qui parle de ça. Et tout à la fin, c'est vraiment le dernier sous-chapitre de la troisième partie où je parle des méthodes de résistance à l'extrême droite qui peuvent exister en fonction de ce que moi je sais de l'extrême droite, notamment qu'elle peut donc prospérer sur la désinformation, mais aussi sur la division. Et donc de renforcer le corps social est une des pistes. Adhérer à des associations, à des syndicats, à des collectifs. De manière générale, s'inscrire dans un collectif. Être au contact de personnes qui ne sont pas forcément de notre milieu social. Ça peut être très utile, notamment pour justement avoir ces discussions-là. Créer d'autres imaginaires. Créer des projets artistiques, ça peut être des films, des courts-métrages, des vidéos YouTube. Le contraire des algorithmes. Absolument. Non, mais non, pas le contraire. Ça peut être des vidéos sur TikTok. Ça peut être toute création mais ce que tu veux dire, c'est aller chercher aussi ceux avec quoi on n'est pas d'accord. Absolument. Ah oui, là-dessus, oui. C'est ça que je veux dire. Mais on peut... en fait, moi, ce que j'appelle avant tout à faire, c'est à ne pas rester dans l'indifférence. À ne surtout pas penser qu'on ne peut rien changer à la société dans laquelle on vit. Parce que c'est ça aussi qui a été organisé, je pense, ces dernières décennies, et pas du tout que par l'extrême droite. C'est cette impuissance collective.
sur les enjeux que moi je traite depuis des années, que sont les enjeux économiques, que sont les enjeux d'extrême pauvreté, les enjeux de détresse d'une partie de la population, les enjeux d'inégalité, tout ce qui peut nous faire souffrir au quotidien, on a l'impression que c'est une question d'individu et qu'on n'y peut rien. Et que c'est comme ça. Et en fait, ça, c'est un narratif qui est faux et qu'on peut toujours briser. On peut encore changer le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on n'est pas gouverné par l'extrême droite, mais on peut aussi, de manière plus générale, en fait, avoir un impact sur la société dans laquelle on vit. On a pu se battre, encore une fois, pour les droits des femmes, les droits de la communauté LGBTQIA+. On peut obtenir des victoires, mais moi, ce que j'appelle avant tout à faire dans ce livre, c'est de se dire, on ne reste pas dans notre coin à se dire, ça ne me concerne pas. Parce que les pires atrocités dans l'histoire ont aussi été commises, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui s'est dit « ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas, j'y peux rien, je ne peux rien y faire ». Et c'est quand on en arrive à ce stade-là que c'est extrêmement dangereux. Et donc, dans ce livre, c'est quand même avant tout un livre d'information, un appel à partager l'information, à soutenir les médias indépendants. Je parle aussi beaucoup du service public, des médias, de manière générale, de ce rôle de l'information, et c'est un appel à se bouger. Parce que c'est pas moi, c'est pour ça que c'est pas tant un manuel de résistance, c'est pas mon rôle de journaliste de dire voilà ce qu'il faut faire. Moi, je dis voilà, en ce qui concerne l'information, ce qui me semble être utile, parce que c'est mon domaine. Le reste, je ne le connais pas. Les personnes qui nous regardent ont des compétences, des connaissances de leur territoire, de leur profession, de leur entourage, toutes des choses que je ne maîtrise absolument pas. Elles auront des idées que je n'ai pas, des aptitudes que je n'ai pas. Et c'est pour ça que je donne des pistes beaucoup plus larges sur la question du collectif, sur la question des imaginaires. Vraiment, j'insiste. On peut peut-être pas du tout avoir envie d'être dans un parti politique, en fait, ou même dans une association, ou même on n'a pas envie de partager des informations avec son entourage, on ne se sent pas de ça, mais peut-être qu'on veut créer de la musique, une musique qui aura un impact, peut-être qui aura du sens et qui va façonner les imaginaires, peut-être qu'on veut créer un spectacle d'humour. L'humour, pour moi, est un formidable vecteur d'information. Il y a plein d'autres lieux, en fait, où on peut faire démocratie, où on peut être citoyen, mais pour ça, il faut sortir de la torpeur. On n'est pas obligé d'être politique. Non, mais parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés, en fait, qui m'ont dit « moi, les partis, ça ne m'intéresse pas ouais. ». Et moi, évidemment que les partis, ça m'intéresse, c'est mon métier de parler de beaucoup d'économie et donc de lois et d'institutions. Mais je comprends qu'il y ait des gens que ça n'intéresse pas. Ah oui, mais il y en a qui regardent, par exemple, Thaïs Descuffon. Donc, oui. Une influenceuse que je t'ai entendue sur un plateau qualifiée d'influenceuse qui fait du soft power. Ah oui. Je voulais savoir ce que c'était cette notion de soft power exactement. Alors ça, c'est dans le cadre de la bataille culturelle qui peut se jouer sur les réseaux sociaux, il y a effectivement des imaginaires qui sont véhiculés. On revient sur cette idée que l'information n'est pas neutre. La production de contenu, quelle qu'elle soit, n'est pas neutre. Je pense que déjà, il faut comprendre ça pour pouvoir aller plus loin dans la discussion. Et c'est là où le journalisme n'est jamais neutre. On choisit les sujets, on choisit les titres, on choisit les personnes qu'on interviewe, on choisit l'angle. C'est un exemple que je donne beaucoup, mais pendant longtemps, la neutralité en journalisme, c'était donné lors notamment des années 2010 et de la question du mariage gay, c'était donné 50% de temps de parole aux personnes homosexuelles et 50% de temps de parole aux homosexuels. Ça, c'était la neutralité. Ah ok, c'était vu comme ça. Mais parce que, mais je comprends ce que se sont dit les journalistes. Et nous, on est en dehors de ça, on est équilibré, voilà. Bon, c'est un point de vue. C'est une prise de position. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait ça, c'est une prise de position très forte, qui est de dire les homos, on voit au chapitre. Et on est en permanence en train de faire des choix. Donc dans les médias, on est en permanence en train de se baser sur certaines valeurs qui font qu'on se positionne, qu'on le veuille ou non, on est positionné. C'est pour ça que moi, toute ma démarche consiste à dire voilà quelles sont mes valeurs, voilà je suis transparente sur d'où je parle, même d'où je viens, où est-ce que j'ai grandi, quels sont les sujets qui me tiennent à cœur, et je vous délivre de l'information qui est une information fiable et tout, mais elle n'est pas neutre. Et personne n'est neutre. C'est la même chose dans le contenu d'influence de manière beaucoup plus générale et le contenu du divertissement. Il se base, déjà c'est des choix en permanence. Le simple fait qu'il y ait du rose partout ici s'inscrit dans une certaine vision du monde, évidemment certains goûts, ça véhicule un certain imaginaire. Et les personnes que tu reçois ici, ça a du sens, ça a de l'impact, que tu le veuilles ou non, dans un sens ou dans un autre, dans la société, en fonction à qui tu donnes la parole, comment tu abordes la contradiction, quel sujet tu abordes, voilà. Et donc évidemment que de manière générale, le divertissement, je vais même bien au-delà de ton travail à toi, c'est-à-dire vraiment le divertissement, les blagues qu'on fait, s'inscrivent dans un certain type de société avec une certaine vision du monde. D'ailleurs, pendant très longtemps, je sais pas, on faisait plein de blagues, c'était OK de faire ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins accepté de faire ça, parce que la société évolue. Donc rien n'est en dehors de la société. Et ça, l'extrême droite l'a bien compris. Et donc l'extrême droite, déjà, a investi les espaces en ligne très tôt.
bien avant tout le monde, du côté politique, parce que l'extrême droite n'était pas invitée dans les médias pendant très longtemps. Donc au début d'Internet, il me semble d'ailleurs que le Front National est le premier parti à avoir été sur Internet, mais de manière générale, tout ce qu'on appelle la sphère, les blogs d'extrême droite et tout ça, ont toujours été très présents. Et aujourd'hui, il y a une stratégie d'élargissement qui passe notamment par des influenceurs qui ne vont pas vous parler de politique, forcément, qui vont vous parler de votre style de vie. Oui, ou de conseils en séduction, comme Thaïs Descuffon. Exactement. Mais Thaïs Descuffon, mais aussi beaucoup d'hommes. Hein, c'est ce que l'historien Patrick Boucheron appelle le fait cool. C'est un mode de vie. C'est pas on va vous dire des idées d'extrême droite comme ça face caméra et vous parler de politique. C'est on va vous parler d'une certaine vision des relations femmes-hommes, d'une certaine vision des discriminations aussi, hein, parce que c'est, je veux dire, Thaïs Descuffon, c'est quelqu'un qui a appartenu à la Génération Identitaire, qui est un groupuscule qui a été dissous, notamment à cause de sa vision du monde dite très discriminatoire et de propos extrêmement discriminatoires. D'ailleurs, Thaïs Descuffon a été condamnée pour ça. Donc c'est quand même, comment dire, c'est pas une personne voilà, qui est neutre, et effectivement, elle va se mettre à beaucoup parler de conseils de séduction, de comment être bien dans... Enfin, comment trouver, alors je sais plus comment elle appelle ça, une femme de valeur ou un truc comme ça. J'avais regardé à l'époque pas mal de vidéos. Mais en tout cas, ça passe aussi du côté des hommes. Hein. Il y a beaucoup d'influenceurs masculinistes. Thaïs Descuffon, elle est très connue parce qu'elle a effectivement des propos extrêmement extravagants, on va dire. Mais il y en a plein qui sont moins connus, qui sont des influenceurs pourtant masculinistes et qui divulguent une vision extrêmement de la société à des jeunes hommes, souvent, qui sont tout simplement en quête de relations, en fait, et qui juste vont taper comment trouver des conseils en séduction ou tout simplement comment faire de la musculation. Enfin, ça peut être des trucs comme ça. Et en fait, on se retrouve à se faire prendre dans cette boucle d'algorithmes et à la fin, on arrive à des contenus politiques. Mais c'est, encore une fois, c'est un mode de vie qui est diffusé par plein d'influenceurs d'extrême droite. Évidemment, c'est les rapports femmes-hommes qui consistent à considérer la femme comme une potentielle manipulatrice, quelqu'un qu'il faudrait soumettre, quelqu'un qu'il faudrait dominer. Ça s'impose dans cette vision du monde que les femmes auraient pris le pouvoir, il s'agirait de le reprendre. Voilà. Mais c'est aussi, on fait beaucoup de sport, des sports de combat, de préférence violents, on mange de la viande rouge. Et en fait, c'est un ensemble. Et attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai absolument pas dit que parce qu'on mange de la viande rouge, on est d'extrême droite, mais simplement, c'est un mode de vie qu'ils vont présenter comme étant cool. Et on va regarder ça en se disant, bah, moi je regarde du contenu lifestyle, je regarde pas du tout du contenu d'extrême droite. Et en fait, à un moment, hop, ça va popper et on va se retrouver avec des propos qui peuvent être des propos discriminatoires. Un mode de vie revendiqué souvent sur les réseaux sociaux comme étant un mode de vie traditionnel. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le mouvement des influenceuses tradwife qui est né sur les réseaux sociaux, qu'on voit oui, à grande échelle sur les réseaux sociaux. Comment tu le vois, toi, ce mouvement des influenceuses tradwife? Est-ce que tu estimes que ça contribue à propager une vision dégradante de la femme, ou alors c'est aussi une forme de féminisme qu'il faut respecter? En fait, ça dépend ce qu'on entend par tradwife. Tradwife, c'est quand même à la base un mouvement qui vient des États-Unis, qui est un mouvement très religieux et qui s'inscrit dans une injonction à la femme de rester au foyer. Et en fait, elle est là toute la nuance. Pour moi, à partir du moment où il s'agit de femmes qui simplement montrent leur quotidien et disent « moi, je choisis ça. Moi, ça me convient. Ça me plaît. Je me sens épanouie là-dedans, mais très bien, c'est le combat féministe. C'est que tout le monde puisse faire ce qu'il veut, en fait. C'est que les femmes puissent choisir leur style de vie. Si votre style de vie, c'est de rester à la maison et que vous êtes bien là-dedans, mais très bien. En fait, je pense qu'aucune féministe n'a dit le contraire. Le problème, c'est quand on commence à en faire une règle. C'est exactement comme sur la question de la... Si vous n'avez pas envie d'avorter et que vous pensez qu'avorter est une mauvaise chose, mais n'avortez pas, en fait. Personne ne vous dit qu'il faut avorter. Le féminisme, c'est le choix. C'est de pouvoir rester à la maison si on a envie, ou de pouvoir travailler si on a envie. C'est de pouvoir ou non. C'est de pouvoir disposer de son corps ou non. Et le problème, c'est quand une partie de la population essaie d'imposer au reste de la population ce style de vie. Et donc, dans le mouvement des tradwives, je pense qu'il y a plusieurs courants. C'est-à-dire qu'il y a des courants de femmes qui, tout simplement, voilà, montrent leur quotidien, montrent... comment elles sont, et que voilà, elles sont bien, elles aiment leur intérieur, mais très bien. Et puis il y en a aussi qui disent c'est la place de la femme. Il y en a qui disent c'est la nature. Là, ça devient très dangereux. Quand on commence à dire c'est naturel, c'est dans mes gènes, c'est comme ça que ça devrait être, c'est ce qui est le meilleur modèle, ça me semble dangereux. Parce que c'est historiquement quand même comme ça qu'on a
emprisonné les femmes, qu'on les a laissées dans des conditions, on les a littéralement, quand je dis emprisonnées, c'est-à-dire qu'on était assignés à résidence quoi, pendant très très longtemps, et que ça a été une très grande souffrance, ça a été un frein à l'émancipation. Parfois on oublie quand même d'où on vient, c'était il n'y a pas très très longtemps, hein, jusque dans les années 60 en France, une femme, donc nos grands-mères, ne pouvaient pas disposer de leur propre compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Il y a eu quand même le premier conjugal qui va vraiment être reconnu en France, c'est dans les années 90. C'est-à-dire qu'avant, finalement, les hommes pouvaient leurs femmes, ça n'existait pas de... Enfin, on était à ce niveau d'inégalité-là. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Et donc, quand on fait revenir un mode de vie hyper traditionnel comme ça, avec l'injonction à ce que les autres fassent de même, ou l'idée que ce serait le bon modèle, que ce serait ça la place de la femme, là, c'est dangereux. Et c'est pour moi cette nuance voilà, qui est extrêmement importante. Et on voit ce que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui, tout simplement, vous montrent... Mais honnêtement, même moi, je ne vais pas dire que j'en consomme, mais parfois, ça peut être, on montre l'intérieur, une certaine esthétique, des plats, mais pourquoi pas, en fait. Le problème, c'est quand ça devient un discours qui crée une forme de pression. Oui, quand il y a cette question de c'est sa responsabilité, c'est dans nos gènes, là, ça peut devenir dangereux. C'est ça que je dois entendre. Oui, et puis surtout, évidemment, on voit quand même beaucoup plus ça pour les femmes que pour les hommes. Je veux dire, on n'a pas encore beaucoup de... trad husband sur Internet. Ouais, c'est quand même... Non, mais parce que moi, je pense que le modèle de société le plus désirable, c'est vraiment celui où les hommes et les femmes, en fait, peuvent faire ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, pour un homme, c'est d'ailleurs pas forcément simple de vouloir rester au foyer. Et il y a encore une forte inégalité dans la manière dont la charge est répartie de manière générale sur les foyers, la charge mentale, la charge domestique. J'invite, je ne vais pas pouvoir développer, mais j'invite vraiment à lire plusieurs ouvrages là-dessus. L'arnaque des nouveaux pères, qui a été écrit par 2 journalistes qui vraiment expliquent justement toutes ces inégalités-là. Et de manière générale, Le couple et l'argent de Titiou Lecoq, ou Le prix à payer de Lucille Quillet et Tiffany Cooper, qui est sous forme de BD, mais c'est le même propos, c'est de montrer à quel point tout ça est quand même politique. Même si on veut se dire que c'est de notre côté et qu'on fait chacun ce qu'on veut, à la fin, il y a quand même des dynamiques qui se reproduisent. Et l'idée, c'est de choisir en conscience ce qui nous convient le mieux. Merci Salomé Saké. Merci je te propose de finir cette interview avec la signature de l'interview chez Zira. C'est des petites questions très rapides du tac au tac. Allez. Très rapides. C'est quoi que tu préfères cuisiner? La shakshuka. La shakshuka. Ah, je connais pas. C'est des poivrons, des tomates, de la coriandre. La chouchouka. Ouais, je sais pas comment tu le dis. Moi je dis la chouchouka. Peut-être que je dis ça mal, mais pour moi, dans ma tête, c'était la shakshuka. Peut-être qu'on peut dire aussi la shakshuka. Hein. À vérifier. Dites-tout en commentaire. C'est vrai que c'est J'adore excellent. Faire ça. C'est excellent avec de l'ail frais. Absolument. C'est très très bon. Délicieux. Ton parfum préféré que tu portes? Bonne question. Je porte pas beaucoup de parfums, mais quand j'en porte, je crois que c'est Amor Amor. Parce que le parfum... Cacharel. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est rouge. Vraiment, c'est vraiment ça qui m'a amené à le porter. Je l'ai vu dans une boutique, je me suis dit, c'est trop joli. Il doit te plaire le canapé inspiration Salvatore Dali, là, avec la bouche rouge, alors. Bien, évidemment. Voilà, Évidemment. je m'en doute. La série que tu regardes en ce moment, ou que tu as bingé dernièrement? Mais en ce moment-là, je suis à fond dans The City. Tu refais les épisodes? Mais complètement, je sais. Mais parce que j'ai besoin de... C'est très problématique par plein d'aspects, mais j'adore cette série. En fait, c'est vraiment la série doudou. Je sais pas, ça me permet de mettre sur off mon cerveau, quoi. La personnalité d'extrême droite que tu apprécies le plus? Franchement, je peux pas les apprécier. Que j'apprécie, ce serait ce serait une personnalité d'extrême droite qui quitte ses fonctions, en fait. Je réfléchis, il y en a pas, mais non, là. Non, il y en a peut-être une qui te paraît plus sympathique qu'une autre. En fait, moi, je vois quand même vraiment le danger politique que ça représente. J'ai du mal. Je pense que mon travail, justement, c'est de ne pas m'arrêter aux affects et d'essayer de comprendre les phénomènes structurels derrière. Donc, j'ai beaucoup cette grille de lecture-là, j'avoue, là, comme ça... S'il n'y a pas, on va pas l'inventer. Il n'y a pas, je suis désolée. Et enfin, est-ce que tu as une routine beauté, une skincare? Pas du tout. Je mets de la crème hydratante le matin. Non, même pas le matin, d'ailleurs, que le soir. Et après, je me maquille de temps en temps, pas tous les jours, mais... un petit peu, et j'avoue, j'aimerais bien peut-être plus en avoir une, c'est agréable, mais j'arrive pas à me l'incorporer. Je pense que ça va venir, mais c'est vrai que j'ai pas du tout de routine beauté. Merci Salomé Saké. Merci à toi. On te retrouve au travers de tes livres, au travers de tes ouvrages. Le dernier en date, c'est Résister. Donc vous pouvez le trouver bien évidemment de partout. À 5 €. C'est important de le préciser, puisque c'est un choix fort aussi de ma maison d'édition. Ah, t'as choisi?
Ah bah oui, c'était aucun livre est à 5 euros. Ouais, je sais. C'est très rare, donc ça a été une grosse discussion. Et le but, c'était justement que ce soit qu'on ne prenne pas beaucoup de marge ou quoi que ce soit, mais que ce soit avant tout un ouvrage accessible à toutes et tous, qui puisse se transmettre, qui puisse s'offrir et que ce soit simple. Il y a une vraie démarche derrière ce geste et on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Salomé Saké. Ton compte TikTok, c'est Salomé Saké. Et on te retrouve aussi sur le média Blast. La chaîne YouTube, elle est disponible. Vous tapez Blast et vous retrouverez Salomé Saké dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour ce long entretien. Ouais, j'avoue, ça fait un moment là. C'était pas les défis de la France, c'était les défis de Salomé Saké. Voilà. Merci à vous de nous avoir écoutés, regardés. On reste précautionneux dans nos commentaires, c'est hyper important et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité pour un nouveau décryptage, des nouvelles questions chez Zira. À bientôt. Bye bye.